Alors oui, je m'appelle Salika Amara et comme vous pouvez le constater, j'ai pas un nom très catholique. Hein? Voilà, non. Voilà, je ne suis plus toute jeune non plus. Aussi. Et donc j'ai une très grande histoire derrière moi, celle d'abord de l'exil de mes parents. Et croyez-moi que l'exil, partir, quitter un pays pour aller s'installer dans un autre, c'est ce que l'on appelle une fracture de l'âme. Et ce d'autant que, à l'époque où mes parents ont migré, c'était dans les années 50. Et donc, moi j'ai vécu la guerre d'Algérie en France. Et ne croyez pas que la guerre d'Algérie, maintenant on peut dire que c'est une guerre, se situait uniquement en Algérie. Elle existait également en France. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que d'abord, j'en ai fait un bouquin qui s'appelle L'impasse de la République, qui a été écrit en 2009, où j'ai raconté mon enfance en France pendant la guerre d'Algérie. J'ai choisi également d'intervenir le 17 octobre. Et ce n'est pas anodin non plus comme date. Comme j'ose espérer, vous le savez maintenant, parce que c'est de notoriété publique, le 17 octobre 61, et là je vais revenir sur la guerre d'Algérie, des centaines de milliers d'Algériens ont manifesté à Paris contre le couvre-feu qui avait été instauré par le préfet, M. Papon. Et il y a eu des exactions policières très très violentes, plus que violentes, puisqu'on a retrouvé le lendemain près de 200 corps d'Algériens, d'Algériennes, qui manifestaient pacifiquement, retenez ce terme, parce que ça a un lien avec la marche, qui manifestaient pacifiquement à Paris. Et on a retrouvé donc 200 corps qui ont été bien évidemment violentés, certains étaient menottés, certains avaient les pieds liés, et qu'on a jetés comme ça dans la Seine. On en a même récupéré des corps au niveau du canal de l'Ourcq qui se prolonge en Seine-Saint-Denis. Donc je fais partie de cette génération-là, mais quand je dis de cette génération-là, ça a été à moi mon enfance. Et cette histoire du 17 octobre, pendant très très longtemps, personne n'en a parlé. Mais voilà que je traverse les années et on arrive en 1983. Et là, c'est une date qui est très très importante pour l'histoire que je vais vous raconter. Voilà. 1983, il faut savoir que cette année-là, qu'est-ce qui se passe en France? L'été 83, on dénombre plus de 40 victimes de bavures policières à l'encontre de jeunes maghrébins et de moins jeunes. Mais la majorité, c'était de très très jeunes. Et ce, sans que les pouvoirs publics ne réagissent, sans que la justice ne rende justice, puisque toutes les personnes impliquées dans ces meurtres, dans ces bavures, à chaque fois, sont libérées. Et quand on compte 1, 2, alors il y en avait avant également. 1983, c'est 10 ans après, bien évidemment, mathématiquement, vous allez me dire, ça va de soi, 73, mais 73, c'est une date très importante également. Et pourquoi? Parce que c'est cette année-là que l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ont décidé de multiplier par 4 le baril de pétrole. Et qu'est-ce qui se passe? En France, bien évidemment, mais notamment dans le monde, eh ben, la crise qui était latente, qui existait déjà, eh bien, la crise, voilà,
ce qu'elle fait, puisque au niveau des imports-exports, ça va être multiplié, la facture va être multipliée par 4, et les États ne peuvent pas réellement y souscrire, et ça va précipiter la France dans la crise, mais je répète, c'est la crise partout. Et pourquoi je parle de cette crise? C'est parce que la décision a été prise en Algérie, puisque c'est cette année-là, l'OPEP se réunissait en Algérie. Donc le racisme qui existait déjà en France, mais si vous voulez, de manière pernicieuse, qui n'était pas mis en avant, donc je disais, ça se passe en Algérie. Donc le racisme qui était déjà latent en France, mais qui ne se manifestait pas, eh bien, va commencer à se manifester. Précédemment, j'ai parlé des 200 morts, 17 octobre, mais bon, je ne les comptabilise pas quand même. Hein. Et en 73, il y a eu plusieurs attaques contre des Algériens, voire même contre le consulat d'Algérie à Marseille. 10 ans après, donc je reviens sur cette année 83, donc on comptabilise pendant ce que l'on a appelé d'ailleurs l'été chaud, l'été meurtrier, c'est ce qu'il y avait dans les coupures de presse, hein, où, je répète, plus de 40 victimes, dont le plus jeune, qui s'appelait Tofik Ouanès, qui est un enfant de la Courneuve, et qui n'avait que 9 ans, abattu, comme ça, dans la cité que vous connaissez peut-être, puisque vous êtes quand même de la région parisienne, et qui était les 4000 à la Courneuve. Donc tout ça se passe pendant l'été 83 et avant, bien évidemment. De toute façon, tout ce que je vous raconte là, j'ai poussé un grand coup de gueule en 2013. J'ai publié un petit peu carrément la liste de tous ceux qui avaient été... voilà, je fais carrément une nécrologie. Donc c'est pas très gai, mais je vous raconte un petit peu cette histoire, j'y reviendrai après. Et c'est là que, au début de la rentrée 1983, on apprend que des jeunes, alors on va dire quand même que les plus jeunes ils sont majeurs, hein, d'accord? C'est pas des jeunes de 16-18 ans, mais des jeunes des jeunes lyonnais qui sont excédés par le harcèlement de la violence policière. Hein, c'est tous les jours où il y a, vous savez, ces fameux jeux dans les cités au chat et à la souris, hein, entre les uns, entre les autres, on ne sait pas qui est le bon, qui est le méchant, et toujours avec des grands titres dans la presse, notamment, là je disais l'été 83, où il ne se passe rien. Et c'est vrai que c'était très chaud parce que c'était très caniculaire. C'est là que il n'y avait rien à écrire dans les journaux. Moi je vous le dis clairement, c'est vrai que il faisait très chaud, il ne se passait rien comme événement, la presse doit vendre ses journaux, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Et c'est là que l'on se met à parler des rodéos. Or moi je vais vous dire, je vivais en cité, les rodéos, j'ai toujours connu. Hein, les voitures calcinées dans les cités, ou des voitures qui apparaissent et qui sont démontées, bon, il y en a que certains d'entre vous qui connaissent ça encore. Et la presse a monté ça en épingle. Et je vais même aller plus loin, ils ont même payé des jeunes à brûler des voitures pour les prendre en scout, parce que vous réalisez, comment prend-on des photos d'une voiture qui brûle? Vous croyez que la presse est là juste au moment clé pour prendre la photo? C'est pas possible. Les rodéos, c'est pareil. Donc on a monté ça en épingle, et l'été 83, on n'a fait que parler de ça. Et donc, à Lyon, cette bande de jeunes, cette bande d'abord de copains, qui subissent les exactions de la police, c'est-à-dire que la police les poussait dans leurs derniers retranchements pour qu'ils fassent des conneries, pour pouvoir les prendre, les incarcérer, etc. Et notamment, une fois,
Ou, pour ceux qui ont vu La Marche, le film La Marche, là c'est une réalité, parce qu'il y a le film qui est une fiction, puis à côté, bien évidemment, il y a la réalité. Mais ça commence réellement comme ça, où un jeune qui s'appelle Tumi Jaija, ou un jeune qui avait monté de ce fait une association de quartier, s'est interféré face à la police et à un jeune qu'il voulait attraper, ce d'autant qu'ils avaient lâché les chiens. Et qu'a fait la police? Bien évidemment, ils en avaient l'habitude, ils lui ont tiré dessus. Or, Tumi, c'est un jeune qui est très très discret, assez charismatique. C'est pas du tout le mec qui se la ramène, qui roule des mécaniques, qui en veut, agressif, rien du tout. C'est le mec hyper cool, serein, zen, hein, il avait déjà cette zénitude, et qui avait vous avez des gens comme ça, quelquefois, il émane quelque chose d'eux, où les gens se rattachent à lui, parce que il émane quelque chose de lui de bien-être. Et là, il se fait tirer comme un lapin par la police. Donc, bien évidemment, il est hospitalisé, il est opéré, etc. Et ces jeunes que l'on pousse vers la confrontation avec la police sans arrêt, eh bien, au lieu de répondre à la police par la violence, et c'est ça qui est important et qu'il faut retenir, parce que ces jeunes vivent dans la violence. On attend d'eux qu'ils soient violents. Et voilà, et bien au lieu d'entrer dans le regard de l'autre, dans le désir de la police, ils font complètement l'inverse. Et avec l'aide on va dire, d'un curé, voilà, d'un prêtre, bon, voilà. Je dis curé parce que je le récupérerai après. Donc, de Christian Delorme, qui, on l'appelait à l'époque le curé des Minguettes. Christian Delorme n'est pas réellement inconnu, en fait, de nous tous, parce qu'il a été un des premiers à faire grève de la faim avec des jeunes pour justement éviter ce que l'on appelait à l'époque la double peine. C'est-à-dire un jeune fait une connerie, on l'emmène en prison, puis à la sortie de la prison, donc il fait sa peine, sortie de prison, vous savez ce qu'on fait? On le ramène dans son pays d'origine. Ces jeunes sont nés en France. Hein? Leur famille est en France, voyez, et on l'emmène en Algérie et on ne sait plus ce qu'il devient. À un moment donné, c'était très tendance. Et Christian, avec d'autres jeunes qui étaient concernés par ça, ou leur famille concernée par cette problématique, dans les années 81, fait la grève de la faim, bien évidemment, dans son église. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va rejoindre ce combat. Donc, il connaît quand même Tumi, et à son chevet, il discute. Et comme j'ai parlé un petit peu du côté charismatique de Tumi Jaija, et qu'ils sont en fait dans le pacifisme, eh bien, au lieu de répondre à la police par ce que certains jeunes font, les caillassés, jeter récemment des cocktails Molotov, etc., etc., eh bien, il décide de mener une action pacifique. Et j'avais parlé du 17 octobre 61, où il y a eu cette marche pacifique pour dénoncer le couvre-feu. Eh bien, eux vont réitérer, mais aussi dans l'esprit de Gandhi. Vous connaissez Gandhi? Non? Ah, faut demander à votre prof d'histoire, voilà, je peux pas faire de cours là, faut que j'avance. Et de Martin Luther King, vous connaissez pas Martin Luther King, vous allez me dire aussi? Ah, merci, d'accord. Donc voilà, donc, dans cet esprit-là, ils décident, je répète, ils sont lyonnais, ils décident de parcourir toute la France pour dénoncer les actes racistes
et également réclamer l'égalité des droits. Pourquoi réclamer l'égalité des droits? Parce que ces jeunes sont pour la plupart nés en France, ou sont venus d'Algérie, peut-être... je vais vous dire pourquoi quand je parle, ils viennent d'Algérie. Il y a parmi eux des enfants de harkis. Vous savez ce que sont les enfants de harkis? Vous ne connaissez pas tous ces termes, my God! Ah bon, vous m'avez fait peur. Donc, pour certains, ce sont des enfants de harkis. Les harkis, ce sont les personnes qui ont combattu aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. Certains sont restés là-bas et on sait ce qu'ils sont devenus, mais certains et peu ont été rapatriés en France et mis dans des camps en France, et cependant très très longtemps. Donc il y a des enfants de harkis parmi eux, et ces enfants de harkis, bien évidemment, sont français. Les autres sont également français, parce que lorsqu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie, il y a ce que l'on a appelé les accords d'Évian, d'accord? Et dans les accords d'Évian, il était stipulé que tous les enfants nés après 62 avaient du fait du droit du sol, le jus solis en latin, hein, comme ça, la nationalité française. Donc tous les jeunes Algériens, parce que je répète, ça concerne uniquement les Algériens, parce que c'est la guerre d'Algérie. Donc on a trouvé des familles où il y avait des frères et sœurs algériens, et puis d'autres qui étaient nés après 62, qui étaient français. Donc en fait, ce sont des jeunes français qui vont marcher et traverser toute la France pour le dire, répéter d'abord qu'ils sont citoyens français et qu'ils réclament les mêmes droits que tout un chacun. Et de parler également de tous les actes racistes qu'ils subissent quotidiennement. Ce sont des jeunes, je disais, qui n'ont ni bagage intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étudiants. Hein. Personne n'a fait des études parmi ces jeunes. Il y en a un ou deux qui ont un CAP, les autres, décrochage scolaire. Donc, voyez comment... Donc, ces jeunes qui n'ont rien, qui n'ont aucun moyen financier, parce qu'il faut quand même avoir des moyens financiers pour faire ça. Donc, j'y reviendrai aussi. Tout simplement, c'est parce qu'il y a plein de comités qui vont se créer et qui vont tout faire pour pouvoir, bien évidemment, les accueillir. Donc, ils décident de traverser toute la France lorsque Toumi sortira, donc, de l'hôpital. Et c'est ce qui se fait. Lorsqu'ils partent, ces jeunes, ils partent dans l'anonymat le plus complet. Ils ne partent pas de Lyon, alors que ce sont des Lyonnais. Ils vont partir de Marseille, puisque, je répète, ils traversent toute la France. Donc, ils vont faire une 50aine d'étapes. Donc, de Marseille, monter jusque dans le nord, et redescendre ensuite à Paris. Oui? C'était quoi les moyens de transport? Ah, comment s'appelle le projet? Il s'appelle la... Ah oui, marche. L'affiche, c'était, vous saviez quoi? Des babouches et des baskets. Donc, ils ont traversé la France en marchant. D'accord? Donc, je répète, ils partent dans l'anonymat le plus complet. Ils étaient à peu près 17, une quinzaine. Alors, le jour du départ, ils étaient à peu près 30, parce qu'il y avait des militants avec eux, etc. Mais les militants les ont accompagnés juste à la sortie de Marseille, et en plus, après, ils les ont laissés cheminer. Ça veut dire, pour ceux qui ont vu le film, c'était tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire, bon, ils avaient une espèce de vieille camionnette, hein, qu'ils avaient, leurs affiches, et ils traversaient les campagnes, les villes, à distribuer bien évidemment des tracts, à parler aux gens. Et toutes les premières étapes ont été extrêmement difficiles. Ils sont partis le 15 octobre. Et ça aussi, ce n'est pas anodin qu'ils partent le 15 octobre, bien évidemment. En effet, ça fait quand même lien, toujours,
avec le 17 octobre 61, où les enfants de ces personnes-là qui avaient manifesté contre le couvre-feu qui a été mis en place contre les Algériens, c'est pas anodin qu'ils aient choisi cette date. Et pendant une cinquantaine de jours, ils avaient décidé d'arriver le 3 décembre à Paris. Voilà, ça c'était leur objectif. Et d'essayer que l'on parle d'eux et que l'on agisse, que les pouvoirs publics agissent. Au départ, ils sont partis sans aucune revendication. Ils n'avaient pas de revendication. Et ça aussi, il faut être clair. Parce que j'ai vu là des panneaux où ils disaient ils ont réclamé la carte de résidence de 10 ans. Non, ils n'ont rien réclamé. Ils sont partis, c'est parce qu'ils subissaient des exactions. Ils en avaient marre, il fallait agir. Agir pacifiquement. Comment le faire? C'est d'aller vers l'autre. C'est d'aller vers l'autre. Vous venez pas me voir, comme dit la fameuse citation, vous venez pas à la Gardère, mais la Gardère ira à toi. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, ils ont traversé les champs, les villes, dans l'indifférence la plus totale. Ils se sont fait insulter, ils se sont fait courser, mais aussi, ils ont ouvert des fenêtres. Quelquefois même, certains ont ouvert leurs portes. Et petit à petit, parce qu'il faut savoir quand même qu'à un moment donné, il s'est passé un dramatique événement en France, toujours dans ces années-là, bien évidemment. Ils partent le 15 octobre, un mois après leur marche. Un mois après leur marche. Et là aussi, vous savez peut-être, il y a eu un acte raciste terrible, horrible. Un jeune Algérien qui était venu passer ses vacances en France, qui repartait en Algérie et qui avait pris le train sur la ligne Bordeaux-Vintimille, a été agressé violemment, à être défenestré, c'est-à-dire jeté par la fenêtre du train, par 3 légionnaires, par 3 jeunes légionnaires. Et ça, devant plein de gens qui étaient dans le train et qui n'ont pas levé le petit doigt, qui n'ont même pas tiré la sonnette d'alarme. Il était seul dans le wagon avec ces 3 personnes qui l'ont battu à mort et qui ont fini par le jeter hors du train. Il y a un film sur cette horrible histoire qui s'appelle Train d'enfer et qui a été fait d'ailleurs par Roger Hanin et qui raconte un petit peu cette histoire. Et alors le nom, je peux vous donner le nom de cette victime, c'est Habib Grinzi. Et quand ça se passe, je me souviens toujours de cette histoire parce que c'était le lundi. Et moi, je ne vais pas parler trop de moi, mais je vais quand même m'impliquer dans cette histoire. C'est qu'en fait, moi, j'étais leader du collectif parisien pour la marche. À savoir que nous étions en contact avec les marcheurs, j'y reviendrai après, parce que là, je vous raconte surtout leur histoire à eux. Et, comment dire, quand ça s'est passé, on réalise que tout le travail que l'on mène, il mène à rien. C'est la déception la plus totale. Pour les marcheurs qui sont catastrophés, pour nous sur la région parisienne, parce qu'on est en train d'œuvrer nous aussi pour essayer de faire parler de cette marche et qu'on puisse trouver, parce qu'ils arrivent à Paris et qu'il ne faut pas qu'à Paris il soit seulement une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, donc il faut faire du bruit, etc. Et ce jour-là, moi personnellement, j'ai été effarée. J'avais envie de rendre mon tablier. Je me dis, ça sert à rien, on ne changera rien. Je suis sur le Val-de-Marne, mais à l'époque j'étais présidente d'association qui s'appelle l'ANGI, une des premières associations issues de l'immigration, qui veut dire Association de la Nouvelle Génération Immigrée. Mais en 81, quand François Mitterrand a été élu,
il a donné la possibilité à les étrangers de pouvoir s'associer, de monter des associations, parce qu'avant on n'en avait pas le droit. Donc c'est comme ça que j'avais constitué mon association. Mais il faut dire que même avant 81, j'étais déjà militante de terrain et que je faisais du théâtre. Voilà, j'ai monté la première troupe de théâtre de femmes avec un spectacle qui s'appelait « Pour que les larmes de nos mères deviennent une légende », donc dans les années 75, parce qu'on n'avait pas les moyens de dire certaines choses, on ne parlait pas de nous, à l'époque on était invisibles, c'est ça, c'est qu'on était invisibles, aujourd'hui on est peut-être trop visibles, entre guillemets, vous êtes peut-être, voilà, et on parlait de nous sans nous, on continue d'ailleurs à parler de vous sans vous, quelquefois, souvent. Et donc, moi, pour dire des choses, comment les dire, j'ai monté un spectacle, je suis montée sur la scène, et je continue encore de faire ça d'ailleurs, sous mention voilà. J'en ai monté plusieurs. Et en 2006, j'ai repris la plume, j'ai repris le théâtre, parce qu'il y a eu, comme vous le savez, c'est pas anodin, parce qu'il y a eu quand même plusieurs étapes, les révoltes de banlieue, que l'on a appelées les émeutes de banlieue de 2005. Donc voilà. J'en reviens donc à l'ANJ, que je présidais. Bon, nous, comment on a été mis en contact, on a reçu un courrier que l'on a envoyé à qu'ils ont envoyé à plein d'associations pour demander à ce qu'il y ait un relais. Moi, j'ai vu que c'était des jeunes. La majorité, c'est pas parce que la majorité était maghrébin, parce que je vais vous dire, au sein de la marche, il y avait des musulmans, il y avait des athées, il y avait des protestants, Jean Costil notamment, hein, il y avait des chrétiens, bon, Christian Delorme, il y avait des très jeunes, mais le plus âgé avait quand même 65 ans, je parle là vraiment du groupe historique. Donc c'était quand même toutes les confessions religieuses. Mais c'est vrai que la majorité d'entre eux, ils étaient typés arabes. Donc les gens ne voyaient que les Arabes, voilà, bien évidemment. Ce qu'on ne dit pas, c'est que oui, en majorité, c'était des Arabes, mais c'était aussi des Arabes qu'on tirait comme des lapins. Voilà, moi j'en reviens quand même à cela. Moi, quand je reçois ça, je dis des jeunes qui n'ont rien, qui veulent parcourir la France pour dénoncer ça, alors que moi-même, avec mon association, on était dans ce domaine-là, je dis, il faut partir avec eux. Donc on les a rencontrés sur leur périple, on a fait un lien, donc une personne de l'association faisait le lien avec les marcheurs, parce que moi je travaillais, je ne pouvais pas m'absenter, personne ne savait ce que je faisais derrière, donc j'étais tous les jours à l'heure, et voilà, et tout le reste, j'étais accaparée par ça. Et donc on a monté plein d'actions sur Paris pour faire connaître la marche. Notamment le 17 octobre. Eux, ils sont partis le 15, nous le 17 octobre à Paris. On a été les premiers à parler du 17 octobre 61. La grande majorité des gens, même des adultes, ignoraient ce qui s'était passé en 1961 à cette date. Et on était 200 personnes devant le canal Saint-Martin à jeter 200 roses en mémoire de ces personnes-là. On a fait un petit peu comme au Chili, ça se passait, on appelait ça les folles de mai. C'est-à-dire tous les week-ends, on faisait des grandes pancartes avec le nom de toutes les personnes qui avaient été assassinées, tuées, fait partie de bavures. Donc des grandes pancartes. Et on allait devant, à Saint-Michel, bien évidemment, au quartier des Halles, qui n'était pas tout à fait ce que vous connaissez vous, et puis au centre Pompidou, et on faisait comme les folles de mai, on tournait avec nos pancartes, où on se mettait en ligne avec nos pancartes, et d'autres distribuaient des tracts pour parler de la marche que des jeunes étaient là en train de traverser la France et qu'il fallait être au rendez-vous le 3 décembre. On a rameuté un petit peu toutes les banlieues, on a fait ce que l'on appelle des rencontres police-justice, on a fait venir des avocats, parce que la police, c'est vrai qu'il faut quelquefois la pointer du doigt, mais il y en a qui aimeraient faire leur métier convenablement, donc on a essayé quand même de contacter des gens de la police pour parler un petit peu aussi de ces phénomènes. Donc on a fait beaucoup de choses pour amener un petit peu, pour faire connaître cette marche. Et alors, le 3 décembre,
Alors, je vais vous dire une chose. Eux, comme nous, sur la région parisienne, hein, on faisait le lien, on se connaissait, on se rencontrait, on a fait des étapes avec eux. On s'y attendait pas. Et là, ça a été une très grande erreur de notre part. On ne s'attendait pas à un tel succès. Parce que on espérait bien, disons, 2000 personnes, 3000 personnes, mais quand on s'est pointé le jour de la manif, on avait décidé, on s'était rencontrés la veille, ils sont venus avant, on est allé porter une gerbe aux 4000, on a déposé une gerbe pour Taoufik Ouanès, on a fait des débats avec eux, ça c'était un petit peu avant le 3 décembre. On s'était organisé pour la rencontre du 3 décembre, à savoir que c'était eux qui étaient devant. Et ensuite, il y avait le collectif parisien, c'est-à-dire bon, l'association et puis les gens qui étaient avec moi, avec tous les parents des victimes que nous avions pu contacter, qui portaient le portrait. Aujourd'hui, vous voyez tout ça. Mais il faut savoir qu'en 83, ça ne s'était jamais vu. Le fait de porter ces noms de personnes, ces portraits, ça ne s'était jamais vu. C'était quelque chose de tout à fait innovant. Donc c'était pas possible, c'était pas possible. Près de 100 000 personnes, mais il y en avait partout, partout. On ne voyait même pas le bout. C'était une des... Donc ça voulait dire qu'il s'était quand même passé quelque chose en France. On ne peut pas faire déplacer 100 000 personnes sans qu'il y ait une interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tous ces gens-là bougent? Donc c'est vrai que j'ai parlé de Habib Grimzi, que tout le monde, bon, on s'est retrouvé comme ça face au racisme ambiant. Hein, et ça va été un petit peu plus loin, je ne veux pas sur plein de choses parce que je crois que le temps s'écoule, c'est que les jeunes ont été reçus, et ça aussi c'est la première fois que ça se passe, par le président de la République, François Mitterrand. Mais, il y a un mais dans ça. Si vous avez vu des images des marcheurs, vous verriez d'abord que c'est en hiver, hein. Ils marchent en hiver. Hein. La pluie, la neige, le froid, je passe tout ça. Et ils ont autour du cou, j'en ai pas aujourd'hui, regardez, ils ont autour du cou un foulard. Et vous avez remarqué sur ces images que c'est un kéfier. C'est-à-dire, vous savez, les foulards palestiniens, hein, pour dire les choses, hein. Mais c'était très tendance, c'était la mode à l'époque, ça continue d'ailleurs toujours de l'être, hein. Maintenant on en trouve des jaunes, des mauves, etc. Donc voilà, la majorité d'entre eux avaient des kéfiers autour du... Primo, ça c'est les anecdotes que je vous dis parce que ça les gens ne le savent pas. On demande aux marcheurs qui vont venir voir le président de la République de ne pas porter ces foulards. On leur demande d'ôter les foulards pour voir Mitterrand. Et pire que cela, bon, ça je passe, pire que ça, on va leur confectionner des écharpes noires et blanches, juste comme celui-ci. Vous remarquerez sur les photos. Et en fait, voilà. Secondo, on a demandé à recevoir que les personnes qui avaient un casier judiciaire vierge. Ouais. Donc, les jeunes ont été sélectionnés. Alors, Toumi Djaïdja y était quand même, bien évidemment, mais certains n'ont pas pu le rencontrer parce qu'ils avaient un casier judiciaire. Donc, on a sélectionné. Voilà. Et lors de cette rencontre, le lendemain, on a dit, eh bien, voilà ce qu'ils ont gagné dans leur parcours. La carte de résidence de 10 ans. Alors, il faut quand même que je m'en explique. Il faut savoir que la carte de 10 ans pour les travailleurs immigrés existait uniquement pour les Algériens. Pourquoi? Parce que c'était toujours dans les accords d'Évian. D'accord? Vous avez une particularité. La France a colonisé l'Algérie. Donc, voilà, la guerre, l'indépendance, guerre de libération nationale, indépendance. Donc, il y a eu des accords. Donc, les autres travailleurs immigrés n'y avaient pas droit. Donc, mais je répète, ça n'a jamais été une des revendications de la marche. Hein. Jamais. C'est parce qu'en fait,
bien avant la marche, une quarantaine d'associations se battaient pour obtenir cette carte que l'on voulait généraliser à tous les travailleurs immigrés. Et donc, qu'ils n'avaient pas obtenu. Et il fallait bien sortir quelque chose du panier, il fallait bien donner quelque chose. C'est que, après la marche, tous les groupes qui se sont constitués, puisqu'on avait tous un objectif, c'était de réussir cette marche. D'accord ? Une fois qu'on est arrivé à terme, que l'objectif était atteint, et que même il était plus qu'atteint, que sont devenus ces groupes qui se sont constitués pour réceptionner cette marche, pour être dans la marche, etc., pour cet accueil? Eh bien, ils se sont tous délités. Hein. Mais nous, notre groupe, justement, ne s'est pas délité. Et on était parti sur le projet de mettre en place. Et là, je vais vous dire, ça vous concerne quand même, parce que vous allez voir comment on dépossède les gens de leur histoire. C'est que l'on voulait mettre en place un mouvement autonome des jeunes issus de l'immigration. Voilà, à l'époque j'étais jeune et issue de l'immigration, bien évidemment. C'est bizarre. D'accord, ok. Un mouvement autonome. Mais voilà, c'est que dans les sphères, là-haut, eh ben, on n'était pas tellement d'accord à ce que les jeunes issus de l'immigration puissent mettre en place un mouvement complètement autonome et qui n'intègre pas les partis déjà existants. Alors que va faire le pouvoir? Eh bien, un an après, toujours le François Mitterrand, donc la gauche, qui est donc au pouvoir, eh bien va mettre en place une association que vous connaissez tous, que vous aimez bien, et qui était hyper tendance à l'époque, parce qu'elle était soutenue par toutes les classes politiques, par les acteurs, par les chanteurs, par les stars, etc., etc. C'est SOS Racisme. Donc, le danger, et je vais vous dire pourquoi j'insiste là-dessus. Voyez la situation que l'on vit aujourd'hui. Eh bien, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, une résultante de toute cette histoire. Vous avez une quinzaine de jeunes qui partent, qui traversent la France pour réclamer l'égalité. On nous en dépossède. Qui luttent contre le racisme, on nous en dépossède. Et pire que cela, et là j'en reviens aux affiches que j'ai vues tout à l'heure. Sur certaines affiches, j'ai vu la marche des beurs. Eh bien, c'est grave de dire là, que c'est la marche des beurs, parce que c'est ce qui s'est passé après la marche. On a appelé ça la marche des beurs. Bon, vous avez dit ce que c'était qu'un beurre, mais je voudrais quand même dire que c'est un terme que l'on utilisait surtout en Seine-Saint-Denis. Beurre, c'était le terme qu'utilisaient les jeunes, parce que vous savez, à l'époque, on parlait de la seconde génération. Quand on parlait de la seconde génération pour parler des enfants de migrants, on disait seconde génération. Mais seconde génération, c'était à connotation négative. Ça voulait dire délinquants, etc., pauvres, précarisés, point de suspension, etc. Voilà ce que ça voulait dire. Donc nous, on n'avait pas envie d'être seconde génération. On avait... Se dire arabe, c'était aussi péjoratif. Donc on avait... Puisque le verlan était tendance, parler verlan comme à une époque, dans d'autres quartiers, les bouchers parlaient le louchébeb, l'argot, etc. Ben nous, on parlait verlan. Donc on avait décidé de dire arabe, mais à l'envers. Alors je vais vous dire, on a déjà du mal à être à l'endroit. Vous voyez, vous vous mettez à l'envers, ce que ça donne. Donc, et en plus, c'est à l'envers d'à l'envers. Voilà. Et on s'appelait les beurs. Tiens, j'ai vu un beurre. Mais un beurre, ça pouvait être vraiment n'importe qui dans les cités. Ça pouvait être un black qui n'avait rien d'arabe. Mais c'était devenu un terme, disons, comme un générique. Voilà, de quelqu'un, tiens, un beurre avec... bon, il n'y avait pas le mot beurette, c'était uniquement beurre, ça englobait les filles, les garçons, les jeunes,
Même les vieux. J'ai vu un beurre avec les pantalons, parce qu'à notre époque, les vieux beurs, ils avaient les pantalons qui étaient toujours trop longs, les ourlets n'étaient pas faits. Bon, bah, chacun a ses tendances, hein, voilà. Je parle un petit peu d'une époque qui est révolue, mais c'est bien de s'y replonger. Et voilà que le président de la République, parce que c'est lui qui l'a utilisé, le mot beurre, le premier. Et à partir du moment où le président de la République a utilisé le mot beurre, alors là, le lendemain, dans la presse, on ne parlait que des beurres. La crème des beurres. Et la crème des beurres, c'était quoi? Alors, les beurres, c'était quoi? C'était plus du tout les jeunes, hein, maghrébins, seconde génération qui étaient délinquants. Eux, ils restaient toujours seconde génération. Mais beurre, ça voulait dire quelqu'un de très bien intégré, qui parlait correctement le français, qui était artiste ou pas artiste et qui savait. Donc, voilà. Et c'est-à-dire que même le mot que nous, on utilisait dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos villes, on nous l'a enlevé. Et la marche, donc, s'est intitulée pendant près de 30 ans, la marche des beurs. Ce qui a fait quoi? Ça a occulté que ces jeunes réclamaient l'égalité et qu'ils luttaient contre le racisme. Et pour cause, ça a permis de mettre en place SOS Racisme qui, et c'est ça qui est tuant, c'est qu'ils ont récupéré la marche. Ils ont récupéré les luttes de l'immigration antérieures, hein, parce que je répète, je fais partie quand même de la génération un petit peu antérieure. Et on avait beau le dire aux journalistes que c'était une fabrication de l'État. Voyez Harlem Désir aujourd'hui ce qu'il est. Vous savez comme moi qui est Harlem Désir, ce qu'il a comme poste. Malek Bouti, c'est un ancien également, voyez ce qu'il est, député. Point de suspension, il y a plein de gens comme ça, donc on récupère, voilà, que l'on travaille et qui sont un pur produit des appareils politiques. Et je vais encore aussi aller plus loin parce que ça a une répercussion sur aujourd'hui. Et là aussi, il y a des choses qu'il faut se poser comme question et on ne veut pas se les poser. C'est qu'à l'époque, nous, on était dans la contestation, on était des associations laïques. D'accord? Ce que l'on voulait, nous, c'était être considérés comme citoyens, à part entière. Pas cette espèce de seconde zone ou à deux vitesses, etc. On réclamait la justice. Mais comme on était dans la revendication, nos associations étaient dans la revendication, eh bien, toujours, bien évidemment, la gauche a préféré subventionner les associations cultuelles au détriment de nos associations. Parce que les associations cultuelles de l'époque qui commençaient un petit peu à émerger, bon, elles étaient tranquilles. Mais nous qui montions au front, qui réclamions les mêmes droits, qui voulions nous inscrire dans la société, qui voulions et qui dénoncions, ben on était réputés un peu dangereux. Donc on colmate avec le cultuel, on balance SOS Racisme et, je vais être vulgaire, et on nous ferme la gueule. Les journalistes ne veulent même pas nous entendre. Et donc, on est renvoyé dans nos banlieues, à nous, avec nos associations. Après, toujours en 84, donc il y a la naissance d'SOS Racisme. Mais la naissance d'SOS Racisme vient juste après une autre marche qui a lieu. Nous, on a fait donc la marche de 1983. Et aux mêmes dates, il y a une marche qui va également partir, mais cette fois-ci, ils ne vont pas marcher là, pour la personne qui m'a dit mais comment ils font pour marcher, là ils ne marchent pas, ils roulent à mobilette. Donc ils refont le même périple, mais cette fois-ci à mobilette. Alors il y avait le fameux slogan, la France est comme une mobilette, pour la faire avancer, il lui faut du mélange. Voilà, c'était un petit peu le slogan. Et nous, le slogan de la marche, c'était rengainer, on arrive. Voilà. Parce qu'à l'époque, comme c'était la chasse au gibier et qu'on en était le gibier, ce sont surtout les garçons, hein, c'est pas les filles. J'ai pas parlé des filles d'ailleurs, c'est curieux, personne n'en a parlé aussi, personne n'a posé la question. Mais en fait, au niveau des marcheurs, c'était très masculin, il faut dire ce qu'il y a.
Voilà, parmi les 40 marcheurs, il y avait à peine une dizaine de filles, dont certaines venaient à mi-temps. Et alors, ce qui est curieux, entre les marcheurs et la région parisienne, donc le collectif parisien pour la marche, c'était que là, c'était les garçons qui menaient, et Toumi Jaija en était le fer de lance, avec son second qui s'appelle Jamel Attala. Et à Paris, ce sont les filles qui mènent. Ce sont les filles qui sont leaders. C'est elles qui montent au créneau. Et pour cause, parce que ce sont quand même leurs petits frères qu'on assassine. Donc, c'est elles qui se battent sur ces données-là. Bon, on est suivi, bien évidemment, il y a des garçons avec nous, hein, parce que moi, c'est vrai, je suis assez féministe, mais j'aime bien qu'il y ait des mecs avec moi, quand même. Bah ouais. Bon, c'est pour détendre l'atmosphère. Donc, à Paris, ce sont les filles, donc. Dont moi, bien évidemment, et deux autres personnes, Rachida et Kaïssa. En 84, je disais qu'il y a une autre marche qui va s'appeler Convergence 84. Et là aussi, c'est une fille qui mène la danse. Et cette fille, on a beaucoup parlé d'elle il y a 2 ans. Et c'est Farida Belgoul. Bon, ça dit peut-être des choses aux adultes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'était quand même pas rose entre nous. Parce que si au début on avait l'objectif de réussir cette marche, c'est qu'après la marche ayant atteint l'objectif, c'est comment continuer la lutte. Il fallait se trouver d'autres objectifs. Donc j'avais dit l'objectif du mouvement autonome, qui n'a pas marché puisqu'on a été récupéré par, du moins SOS a tout récupéré. On a fait plusieurs assises qui n'ont pas très bien marché, et justement, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec cette marche. Notamment une association qu'on appelait à l'époque l'association Gutenberg, que peut-être certains d'entre vous connaissent, parce qu'après ils ont monté une association contre les doubles peines, ensuite qui est devenu le MIB, et ensuite le FSQP, qui veut dire Forum Social des Quartiers Populaires. Voilà. Et eux, eh ben, ils étaient contre la marche des curés. Ils disaient que cette marche, elle était gangrénée par les curés, qu'elle était menée donc pas par les jeunes eux-mêmes, mais, et c'est vrai qu'au sein de cette marche, il y avait quand même, je ne l'ai pas dit, mais aussi organisée par le MAN, et une association écuménique, ça veut dire religieuse aussi, catholique, voilà, qui existe toujours bien évidemment, qui s'appelle la CIMAD, qui s'occupe beaucoup d'ailleurs aujourd'hui par exemple des réfugiés. Et ce groupe, bon, moi j'appelle ce groupe, je les appelle les Lascars, parce que c'est comme ça, ils étaient surtout sur Nanterre, était contre cette marche, mais tout en ayant un pied, c'est-à-dire je mets un pied devant, mais je fais un pas dedans, mais je fais 2 pas en arrière. Eh ben, comme ils n'ont pas participé à cette marche, moi c'est comme ça que je l'analyse, c'est strictement personnel, c'est comme ça, c'est mon analyse. Ils n'ont pas fait cette marche, mais ils veulent la marche parce que quand ils ont vu l'impact que ça a pu avoir, ils ont décidé de faire la leur. Et ils ont fait donc Convergence 84, menée par Farida, qui n'a pas fait la marche, bien évidemment, qui est arrivée bien après. Donc il y a eu ces espèces de luttes intestines que l'on connaît dans tout mouvement, dans tout groupement, dans tout parti, dans tout syndicat. Vous savez, c'est être vizir à la place du vizir. Voilà. Ah, vous connaissez pas l'expression? Ça, oui. Si, c'est une bande dessinée qui s'appelle Is No Good. Ah oui. Bah alors, les jeunes, là, et vos classiques. Parce que des trucs japonais. Non. Donc voilà. En 84, elle lance donc Convergence, et lorsqu'ils arrivent à Paris, ils sont, alors là par contre, ils rassemblent à peine 3000 personnes par rapport à 100 000, mais vous savez, on ne peut pas faire une marche l'année d'après en faisant la même chose, c'est pas possible. Et c'est là que le gouvernement prend peur, et c'est aussi là que va sortir du chapeau des pouvoirs publics l'association donc SOS. Moi je voudrais dire quand même que la marche n'est pas un mythe fondateur.
Parce que tout le monde pense que toutes les luttes de l'immigration sont nées de la marche. Eh bien, c'est faux. Moi, mon livre s'intitule « Une pierre à l'édifice des luttes de l'immigration ». C'est-à-dire, oui, la marche a apporté quelque chose. Et elle a apporté ceci. 1. Le fait de faire entrer les jeunes qui n'avaient pas un nom très catholique dans la citoyenneté. De les rendre visibles, parce qu'avant 83, les jeunes, je vous ai dit, il a fallu que je prenne la scène pour nous rendre visibles. La marche a permis de rendre visible cette nouvelle génération. Parce que je répète, avant on disait seconde génération. D'accord? Et je répète que c'était à connotation très négative. Donc là, on entre dans ce que l'on appelle une nouvelle génération. Les gens prennent conscience qu'ils sont français. C'est pour ça que je parle de citoyenneté. Je dirais qu'ils ont fait plus qu'un pas en avant pour être complètement intégrés. Et c'est vrai qu'on pourrait, et là je ne répondrai pas à cette question, même si, voilà, on pourrait se poser l'interrogation. Comment se fait-il qu'en 83, avec cette immense émergence qu'a pu faire la marche, on puisse en arriver à ça? En 83, ils ont marché. Ça n'a rien donné. En 2005, ce sont les petits frères qui prennent la relève. Qu'est-ce qu'ils font en 2005? Ce sont les révoltes de banlieue. Et aujourd'hui, regardez comment nous sommes tous, nous, dans l'impasse. Voilà. Moi, c'est une interrogation. Moi, je dis qu'il y a 3 étapes. J'espère que la 4e sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, parce qu'il y a encore des rancœurs qui persistent, des gens qui se sont battus pendant plusieurs décennies et qui sont encore là à raconter les mêmes discours. Et moi, malheureusement, je lâche pas le morceau, je suis une teigne. Voilà, et j'irai jusqu'au bout. Et je suis encore là pour le dire. Voilà. J'espère seulement que vous, vous serez les passeurs de cette mémoire. Voilà. Parce que c'est vous l'avenir, c'est pas moi. Nous, on a donné et j'attends qu'il y ait une relève. Je vous remercie.